Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Depuis l'aube de l'humanité, depuis que l'humain a pris conscience de sa finalité, il a essayé d'augmenter son espérance de vie. On a donc rajouté des années à notre vie sans pour autant rajouter de la qualité de vie à ces années. Ce soir, nous tenterons de vous expliquer comment vivre longtemps tout en restant jeune et en bonne santé. Quels sont les facteurs qui exposent certaines personnes plus que d'autres au vieillissement? Peut-on lutter contre ce processus naturel? Existe-t-il un remède miracle ou plutôt une stratégie anti-vieillissement? Pour répondre justement, nous tenterons donc de savoir s'il est possible de vivre longtemps sans vieillir. Et pour répondre à cette question, nous recevons ce soir le docteur Belkhalfa Mourad. Vous êtes maître de conférence et maître de recherche en biotechnologie à l'USTHB, donc à l'université de Bab Zouar. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation et c'est un honneur pour moi pour partager avec vous mes modestes connaissances et avec tous les téléspectateurs. Merci à vous. Nous recevons également pour parler de ce sujet qui semble nous intéresser tous, le docteur Belbachir Sid Ahmed. Vous êtes médecin gériatre, vous êtes également directeur médical du Centre médical de la mémoire, donc un centre qui a ouvert récemment ses portes à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout de suite, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un reportage. Nous allons voir le portrait du docteur Belkhalfa pour revenir un peu sur vos recherches. Je rappelle que vous êtes détenteur du prix du meilleur projet national de recherche, notamment sur vos recherches sur la démence vasculaire. Vous avez également fait des recherches sur le resveratrol, donc c'est un antioxydant qui aurait des vertus susceptibles de ralentir le vieillissement. Regardez, c'est un reportage signé Falida Benouslim. Passionné par la recherche depuis son jeune âge, la curiosité de vouloir savoir l'a poussé à aller loin et même très loin. Jeune et plein d'ambition, après de longues années d'études et de rigueur, Mourad Belkhalfa est aujourd'hui maître de conférences et maître de recherche en biotechnologie et santé. En fait, l'histoire a commencé en 2009. C'était à la demande du professeur Abad Abendib. C'était dans le cadre de préparation de mon magistère en biotechnologie et santé. Donc, et comme c'était le début, donc au début on ne connaissait pas très bien la maladie. Donc c'était une maladie très complexe, ambiguë. Donc ils ont demandé aux chercheurs est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour expliquer ce phénomène parce qu'on commençait à avoir plus de consultations des personnes. Donc on le kharaf. Donc on parle de kharaf, alors que c'est une maladie tout entière, c'est pas un syndrome, mais c'est une maladie bien caractérisée. Dans sa vie, il a une diversité d'activités, d'autant plus qu'il dirige plusieurs projets de recherche. Cumulant les diplômes jusqu'au doctorat, il est membre actif au laboratoire de recherche spécialisé en biologie cellulaire et moléculaire à la faculté des sciences biologiques à l'université de Bab Zouar. Un poste qui l'intéresse particulièrement et qui lui offre l'opportunité de transmettre son savoir à ses étudiants attentifs et pleins de volonté d'ascension. Nous avons commencé à travailler sur les échantillons sanguins et donc l'objectif de notre travail, c'est de catégoriser les patients. Donc, on ne va pas traiter les patients, mais on va les caractériser en plusieurs phases. Pour donner de la chair à ses projets, il travaille actuellement et en collaboration avec le service de neurologie de Bab Loued sur l'immunosurveillance des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de l'autisme, où il prévoit installer un programme ou une application sur les smartphones qui aura comme mission et objectif. Le projet Midolution, c'est un projet qui a pour objectif de soutenir les professionnels de la santé en leur fournissant des outils rapides et efficaces qui permettront d'analyse rapide des données, bien sûr des données biologiques et des données cliniques, qui permettront d'améliorer la prise en charge de patients tant sur le plan thérapeutique et sur le plan diagnostique. Donc c'est quoi? C'est plusieurs équipes, donc il y aura des informaticiens, il y aura des neurologues, il y aura des fondamentalistes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire une plateforme sur téléphone qui se trouve chez les patients. Donc on peut faire une batterie de tests de mémoire et ça permettra de suivre les patients à distance. Il se lance aussi dans un autre projet de développement des procédés de fabrication des produits issus de biotechnologie destinés au traitement des maladies lourdes. Sa rigueur, sa curiosité, sa persévérance et son esprit de partage, un cocktail qui fait naître des centres de découverte qui donneront renaissance au futur de la santé en Algérie.
On va revenir sur tout cela, mais avant, il me semble logique de commencer par peut-être une explication, une définition simplement. Est-ce que le vieillissement, est-ce qu'on est vieux à partir du moment où on est du 3e ou du 4e âge, ou on est vieux parce que nos fonctions somatiques et cognitives sont altérées? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être vieux à 50 ans, par exemple? Ah oui, vous avez une perte cellulaire qui est importante et qui augmente de façon exponentielle à partir de la naissance. Donc on perd les cellules, mais la capacité de régénérer ces cellules, elle se perd avec l'âge. Donc la sénescence, c'est quoi? C'est la perte de multiplication, la perte de capacité de multiplication de la cellule. Et donc on est en phase de vieillissement, pas uniquement à partir de 50 ans, mais à partir de la naissance. Oui, mais cette capacité de se régénérer, justement, elle est altérée à partir de quel âge, par exemple? On ne peut pas fixer exactement l'âge parce que c'est variable d'un individu à un autre et c'est variable par rapport à des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Donc les facteurs intrinsèques, c'est les facteurs génétiques, les facteurs extrinsèques, c'est les facteurs environnementaux. Donc c'est ça qui influence un petit peu l'âge exact de la sénescence ou de la vieillesse. Alors, docteur Belbachir, même question. Selon vous, on est vieux parce qu'on on fait partie du 3e ou du 4e âge, ou on est vieux parce que nos fonctions somatiques et cognitives sont altérées? En fait, pas altérées. En fait, on commence à vieillir à partir du moment où on commence à perdre... Je parle de pathologie, hein. Là, je parle de pathologie, c'est-à-dire quand on est très malade. D'accord, quand on est malade, en fait, c'est qu'on a un vieillissement qui est physiologique sur lequel se greffent des maladies qu'elles soient aiguës ou chroniques. Donc à partir de là, on parle de vieillissement pathologique. Oui. D'accord. En dehors de ça, le vieillissement peut être physiologique avec des capacités qui diminuent progressivement. Tout simplement. Oui, il y a d'autres types de vieillissement aussi. Le vieillissement normal, le vieillissement en fait, il y a le vieillissement appelé avec succès. Alors voilà, il y a classiquement 3 types de vieillissement. Donc on a ce qu'on appelle le vieillissement réussi. Donc c'est un vieillissement avec un état physiologique optimal, sans maladie, avec un fonctionnement cognitif optimal aussi. Il y a le vieillissement qui est usuel, où là il y a des capacités physiologiques qui diminuent progressivement. Et il y a le 3e type, c'est le vieillissement pathologique. Oui. Donc, voilà. Je pense que vous faites des recherches justement là-dessus en ce moment. On fait la recherche sur le vieillissement pathologique. Donc le modèle le plus connu, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, donc vous avez la perte des fonctions cognitives de façon très importante. Donc une perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie, donc elle est liée à la dégénérescence neuronale, qui est très importante au niveau de l'hippocampe et qui se propage au niveau cortical. Donc on passe de troubles de mémoire vers des troubles de comportement. Et on travaille aussi sur la démence vasculaire. Ici, vous avez 2 phénomènes qui s'additionnent. C'est la perte des tissus cérébrales, c'est ça, la démence vasculaire. C'est la perte des tissus cérébrales, mais vous avez une vascularite qui est associée à une perte neuronale qui est très importante. Et là, vous perdez de façon très rapide par rapport à la maladie d'Alzheimer toutes les fonctions cognitives jusqu'à avoir des hallucinations chez ces patients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vieillissement pathologique. Nous, on essaie de comprendre à travers nos études, donc on fait ce qu'on appelle l'immunosurveillance, on essaie de comprendre quel est le dysfonctionnement immunitaire, à quel moment il y a un dysfonction immunitaire qui engendre ou qui complique un petit peu la croissance de ces mécanismes physiopathologiques. Ça va être appliqué prochainement à l'hôpital Mayo, c'est ça? Donc on a commencé déjà à travailler sur le projet et on a même publié, donc on a 2 publications, 3 publications plutôt 4 publications sur le vieillissement. Sujet, oui. Donc une publication sur l'utilisation de la vitamine D, et une publication sur la compréhension des mécanismes impliqués chez les personnes qui présentent des troubles de mémoire légers vers Alzheimer. Et nous avons une publication, nous avons travaillé une première expertise scientifique avec la médecine légale sur la démence vasculaire et son impact directement sur le plan clinique. Oui. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï.
رائد في صناعة الأدوية الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا. إنجازات وتحديات. مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا. خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors, docteur Abdelbachir, qu'est-ce qui peut limiter notre espérance de vie à part le vieillissement naturel? Alors, qu'est-ce qui peut... c'est les maladies, d'accord, c'est toutes ces maladies chroniques qui ne sont pas prises en charge, qui peuvent accélérer justement le vieillissement et aboutir à une fin de vie. Oui. Alors, quels sont les facteurs qui font qu'une personne soit plus prédisposée à vieillir ou à vieillir mal, plus qu'une autre personne? Vous avez le stress, vous avez l'inflammation, vous avez les différentes pathologies, par exemple l'Alzheimer, le diabète, les maladies viscérales, maladies cardiovasculaires, les maladies viscérales. Donc ça peut augmenter et ça peut accélérer le vieillissement. Le sommeil aussi, éventuellement, puisque le sommeil est impliqué dans la maladie d'Alzheimer. On dit que le manque de sommeil, à la longue, peut être impliqué, peut être un facteur justement dans cette maladie, n'est-ce pas? C'est pas une cause, mais c'est une conséquence. Le sommeil, perte de sommeil, donc c'est une conséquence à la maladie d'Alzheimer. Donc on a des personnes qui ont des épisodes d'insomnolence qui est due aux mécanismes physiopathologiques impliqués dans le système nerveux central. Oui, Hippocrate l'a dit il y a très longtemps, toutes les maladies sont dues, c'est-à-dire tout le début des maladies commence dans notre assiette. Ça aussi, c'est un facteur, c'est très important, l'intestin. Oui, bien sûr, effectivement. C'est un facteur très important, n'est-ce pas? Effectivement, parce que les recherches maintenant, enfin les chercheurs ont démontré que la diète fait partie de la... Enfin, ça permet de protéger l'organisme. Donc le fait de jeûner, par exemple, une fois par semaine, ça permet de protéger l'organisme et d'avoir une meilleure adaptation. Oui. Donc voilà. Vous avez fait aussi également des recherches sur la retraite, c'est-à-dire vous avez trouvé une corrélation entre les personnes qui ont pris leur retraite et les personnes qui meurent. Donc à travers mon expérience, j'ai assisté à plusieurs consultations à l'hôpital de Bab el-Oued, service de neurologie. Donc on a constaté qu'à partir de la première année de la retraite, donc les personnes âgées commencent à avoir des problèmes de santé. Donc pratiquement ça c'est dû à un manque d'activité. Parce que tout simplement, les personnes ne préparent pas leur retraite. Donc, on ne programme pas notre retraite. Donc, il y a un arrêt brutal, un arrêt intellectuel. Vous avez un arrêt physique, donc d'activité physique de façon brutale. Et donc là, on commence à avoir des problèmes de santé et surtout les problèmes cognitifs. Là, peut-être aussi qu'il y a un facteur qui est très important, c'est le bien-être. Est-ce qu'on est heureux? Ça aussi, ça détermine un peu la manière dont on va vieillir? Je pense qu'il y a une étude américaine qui dit que les personnes âgées en bonne santé sont plus heureux qu'une personne jeune en bonne santé. En principe, oui, quand on prépare bien sa retraite. Exactement. Oui. Donc parce qu'on a payé ses dettes. Donc c'est un aboutissement, c'est une récompense par rapport à un effort qui est effectué. Donc une personne âgée en bonne santé, donc ça rend heureux. Donc c'est un aboutissement de quelque chose. Mais chez nous, c'est vraisemblablement pas le cas. Ah oui. Oui, non. En fait, c'est surtout l'inactivité qui fait que la personne, elle déprime, moins d'activité. On se sent peut-être inutile. Oui, et puis à la retraite, parfois, on a moins d'activité sociale, moins d'activité physique, ce qui fait que on vieillit un peu plus rapidement. Mais il y a des des retraités qui vivent très très bien leur retraite parce qu'ils ont une activité physique, sociale, et ils vont dans qui ont une activité physique,
plein de choses, qui ont une vie bien pleine, qui fait que ils sont heureux. Oui, encore une fois, préparer sa retraite. Préparer, absolument. Voilà, bien sûr. Docteur Boukhalifa, il y a deux éléments. Enfin, je vais revenir encore sur l'assiette, puisque c'est un élément qu'on va revoir tout au long donc, de cette partie de l'émission. Alors, il y a deux éléments qui sont incriminés aussi dans le vieillissement, dans le processus de vieillissement, en l'occurrence le stress, donc l'oxygène, ce qu'on appelle le stress oxydant. Donc, c'est un processus de rouille. Exactement. Et il y a aussi la caramélisation qui est due au sucre. Donc le premier c'est le stress oxydatif et le deuxième c'est le stress carbonique. Le stress oxydatif il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes c'est la pollution. Les facteurs endogènes, vous savez que dans la cellule nous avons une machine de fabrication d'énergie qu'on appelle mitochondrie. Oui. Et donc quand elle fonctionne bien, donc ça se passe très bien, mais à un certain moment, elle va régénérer des déchets qu'on appelle les radicaux libres qui vont attaquer la cellule. Ça c'est dû aussi au stress énormément. Hein. Et c'est le stress, ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est plus chimique. C'est plus chimique, donc la cellule... Parce qu'en fait, le stress va gaspiller cette énergie dont on a besoin. Pas uniquement, mais le besoin d'énergie, vous avez cette mitochondrie qui fabrique de l'énergie, donc elle engendre des déchets qu'on appelle radicaux libres et qui vont commencer à attaquer l'ADN, qui vont commencer à attaquer la membrane, qui vont commencer à attaquer les lipides et les protéines, et donc elle va détériorer la cellule. Donc la cellule elle va entrer dans la sénescence. C'est le stress oxydatif. Le stress carbonique, c'est par rapport à l'apport en sucre. Donc l'apport en sucre, ça augmente aussi l'altération de l'ADN. Donc, quand on parle de l'altération de l'ADN, donc vous avez un manque de capacité de multiplication des cellules et donc ces cellules vont mourir. Donc, vous avez parlé de régime alimentaire. Je reviens sur le régime alimentaire. Il faut savoir que notre régime alimentaire, c'est un régime qui est recherché par tout le monde. C'est un régime méditerranéen qu'on appelle régime crétois. Le régime crétois, c'est à base de poissons, à base de légumes et de fruits, à une condition que ce soit des légumes et fruits où on n'a pas utilisé des pesticides. Oui. Les pesticides sont incriminés aussi dans les altérations des fonctions cognitives, physiques et psychiques. Donc, il faut faire très attention par rapport à la consommation des légumes et fruits. Donc, quand je parle des légumes et fruits sans pesticides. Oui. Alors, le vieillissement est un processus complexe dans lequel plusieurs mécanismes rentrent en jeu. Est-ce que la génétique aussi est incriminée dans ce processus? Bien sûr, oui. Parce que on parlait tout à l'heure des personnes qui sont plus exposées peut-être à vieillir plus rapidement que d'autres personnes. Est-ce que la génétique, il y a une part de génétique dans tout ça? Le vieillissement est déjà inscrit dans notre code génétique. Donc, dès la naissance, on est programmé pour vieillir et mourir. Donc voilà, c'est... je peux rajouter, il y a des pathologies qui sont rares, qu'on appelle comme le syndrome de Werner. Oui. Le syndrome de Werner qui touche les enfants et donc les enfants qui vieillissent de façon... La progéria aussi. Werner, c'est dû à une accumulation des mutations au niveau de l'ADN et progéria, c'est un rétrécissement de télomère au niveau du chromosome. Donc ça, c'est deux pathologies où on a un vieillissement très très rapide. En tout cas, qui prouve que génétiquement, tout est programmé. En fait, plus simplement, peut-être pour les personnes qui nous regardent, est-ce qu'on peut imaginer la manière dont on va vieillir rien qu'en voyant comment nos parents, par exemple, ont vieilli? Non, parce que en fait, en réalité, le vieillissement, comme on disait, il est multifactoriel. Donc il y a le facteur génétique, bien sûr, et puis il y a l'environnement. Donc on ne vit pas dans le même environnement que nos parents. Donc c'est vrai qu'on vieillit... Donc vous dites qu'il ne faut pas être prisonnier de ses gènes, en fait? Non, parce que l'environnement agit de façon importante sur notre qualité de vie et donc de vieillissement. Oui. Docteur Boukhalifa, est-ce qu'on peut mesurer notre résistance au vieillissement? Est-ce qu'on peut savoir? Puisqu'on ne peut pas le savoir en regardant nos parents, est-ce qu'on peut mesurer? Avant de répondre à votre question, justement par rapport au vieillissement, c'est-à-dire on voit surtout le fonctionnement de la mitochondrie, qui normalement l'ADN mitochondrial qui provient de la mère et qui ne provient pas de... Si on veut voir à peu près comment on va vieillir, donc il faut chercher surtout du côté de la mère. C'est pas du côté du père. Oui. Donc, par rapport aux marqueurs qu'on peut savoir pour le vieillissement, il existe plusieurs marqueurs. Oui. Donc, on parle du zinc, c'est vrai, mais il n'y a pas uniquement que le zinc. Il y a par exemple le 8-oxoguanosine qu'on peut doser dans les urines et qui peut permettre de savoir à ce qu'on est. Mais ça, c'est en relation directement avec le stress oxydatif. Donc, ça permettra d'évaluer l'âge de la personne. Mais
Il y a d'autres paramètres aussi. À mon avis, il y a deux paramètres. Donc il y a deux profils à mettre en évidence, le profil métabonomique, le métabolisme, et le profil immunologique. C'est les deux mécanismes qu'il faut surveiller surtout. Donc c'est les deux mécanismes. Pourquoi? Parce que les pathologies les pathologies graves proviennent de dérèglements de ces deux profils. S'il y a un profil, par exemple le profil métabonomique, s'il y a un dérèglement, vous avez un diabète par exemple. Immunologique, vous avez des maladies auto-immunes. Et ces maladies-là qui vont permettre à accélérer le vieillissement. Donc les deux choses à surveiller, c'est les deux profils, le profil métabolique et le profil immunologique. Oui. Il y a le poids aussi, peut-être, non? Est-ce que ce n'est pas important, le surpoids? Je vous remercie pour la question. Effectivement, il y a un rapport de l'OMS qui dit que l'espérance de vie va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'obésité. L'obésité, c'est un facteur. En fait, on dit que nos enfants ne vivront pas aussi longtemps que nous, selon l'OMS, c'est ça? Exactement. Et uniquement, il faut faire attention par rapport à l'étude de l'OMS. L'obésité, c'est un facteur, c'est vrai, mais ce n'est pas un facteur qu'on peut généraliser sur tous les pays. Sur tous les pays. Donc on ne peut pas. Ce n'est pas un facteur de risque pour l'Algérie. Ça peut être un facteur de risque pour la population européenne, mais pas pour nous. Alors avec les cellules souches, est-ce qu'on est parvenu finalement à trouver le célèbre élixir de jouvence? Ou voilà cette potion de jeunesse éternelle? Non. Les recherches avancent bien dans ce côté. Oui, mais bon, je pense qu'on est loin pour trouver un élixir de jouvence. Il y a une chose qui est certaine, c'est que on ne peut pas agir sur l'âge, on ne peut pas augmenter l'âge avec un médicament. Mais par contre, on peut jouer sur tout ce qui est environnement, sur son alimentation, sur ses conditions physiques, etc. Ça c'est important. Je pense que l'élixir de jouvence, il est plutôt dans notre qualité de vie qu'autre chose. Je peux rajouter une chose. On a parlé du vieillissement avec succès sans incapacité. Le vieillissement avec succès sans incapacité, il faut faire très attention. On fait des fois un amalgame entre deux choses. Des fois, c'est un concept marketing. Il n'y a pas une stratégie anti-âge. Donc, c'est un concept marketing. Donc, on ne peut pas arrêter le vieillissement. On va tous mourir. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Maintenant, pour arrêter la progression de la pathologie, oui, il y a un régime anticalorique. Un régime, restriction anticalorique. Restriction calorique, absolument. La restriction calorique, elle va augmenter l'espérance de vie de 50%. Oui. Exactement. Donc l'augmentation de l'espérance de vie de 50%, c'est la restriction calorique. Maintenant, est-ce que... Faudrait peut-être dire ce que c'est que la restriction calorique, justement. La restriction calorique, c'est de... Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui est peut-être difficile à appliquer, mais quand même, en sachant que quand même ça augmente l'espérance de vie de 50%, ça vaut la peine. Exactement. Donc la restriction calorique, c'est de vérifier et de surveiller notre consommation en sucre et le nombre de calories qu'on consomme par jour. Et donc on évitera un surplus de calories, un surplus d'énergie qui peut être très néfaste pour la santé de l'individu. Donc ici, actuellement, on est sur une dizaine de molécules naturelles qui constituent des compléments alimentaires et qui peut engendrer une expression d'une enzyme qu'on appelle sirtuine. La sirtuine, elle évitera, donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc elle va essayer de réparer les cellules et elle va éviter l'apparition de certaines tumeurs. En finalité, la solution, c'est de manger moins. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on peut dire concrètement aux gens qui nous regardent qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour bien vieillir? Difficile à dire, justement, c'est ce qu'on appelle stratégie anti-âge. C'est ce qu'on appelle stratégie anti-âge. C'est difficile à le dire, mais je pense que la restriction calorique est suffisante pour... Alors manger moins, il y a peut-être le tabac. Je peux donner quelques conseils. Bon, il y a l'exercice physique. C'est vrai. Il y a lutter contre le stress. Donc le stress, même si on ne peut pas l'éliminer, mais on peut le pacifier entre parenthèses. Le gérer. Le gérer en faisant de l'écriture, de l'exercice physique, de l'humour par exemple, et puis comment dire, participer à des activités sociales. Donc il y a ça. Il y a le tabac. Bon, bien sûr, il y a le tabac, donc l'hygiène de vie, et puis surtout, faire des check-up. Tous les 2-3 ans, faire un bilan médical en allant voir l'ophtalmo, le cardiologue, etc. pour essayer éventuellement de prévenir l'apparition de certaines maladies chroniques qui peuvent être très
dangereuse pour l'organisme. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, pour peut-être clore ce que nous venons de dire, hein, le vieillissement, ça se prépare. Hein, on ne devient pas vieux du jour au lendemain. Le mot à retenir, c'est une bonne hygiène de vie à adopter dès 40 ans, c'est ça. Ah oui. Peut-être la restriction alimentaire notamment, il faudrait commencer à y penser pour vous aider justement à bien vieillir ou à vieillir en bonne santé. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Je vous donne rendez-vous dans une semaine.